Alors bonjour à tous et aujourd'hui j'ai un grand privilège, c'est d'être avec Brigitte Munch. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et donc voilà, on s'est rencontrés lors Oui. d'une animation dans l'éducation nationale. Oui. Et vous avez partagé sur l'attitude une réflexion sur l'attitude des enseignants. Et j'ai trouvé le message tellement intéressant que j'ai voulu venir vous voir aujourd'hui et vous avez pris de votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour participer à diffuser une réflexion sur les enseignants. Alors dans un premier temps, j'aimerais bien que vous présentiez peut-être. Oui, alors je suis Brigitte Munch, je suis professeure de philosophie au départ, mais j'ai changé de métier au bout de 10 ans d'enseignement et j'ai décidé de refaire des études de psychologie et je me suis spécialisée en aptonomie et j'accompagne maintenant les personnes en aptonomie, beaucoup autour de l'éducation et en psychothérapie aussi. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, on va parler plus spécialement des maîtresses, oui, des maîtres aussi, parce qu'il y en a, et puis de ce qui se passe en classe. Et on aimerait avoir ensemble, toutes les deux, une réflexion et vous la partager. Comme ça, vous pourrez réfléchir avec nous sur comment faire pour offrir plus de bien-être dans nos classes et être plus heureux avec les enfants et nous-mêmes dans nos classes. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être bien heureux en classe et d'avoir du bien-être dans nos classes? Il me semble que c'est un point fondamental que de réfléchir pourquoi il y a tant d'enfants qui ne sont pas très heureux à l'école et aussi tant d'enseignants qui sont en difficulté, qu'ils en aient conscience ou pas, plus ou moins, en difficulté vraiment, en souffrance parce que leur métier est de plus en plus difficile. Et comment on peut permettre que ce lieu qui est essentiel dans l'existence, on le voit bien dans les pays où les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école, il y a un manque fondamental de formation. Comment ce lieu peut devenir un lieu de bonheur? Parce que c'est toute la question de la société, c'est toute la question du bonheur de l'être humain, de vivre ensemble. On passe un temps énorme dans l'école. Donc c'est très important que les enseignants soient heureux, que les enfants soient heureux et qu'ils arrivent à être heureux ensemble. Qu'ils arrivent à être heureux ensemble, oui. Moi, je vais partager un petit peu, comme je suis maîtresse d'école moi-même, et bien un petit peu sur mon parcours, comme ça, on pourra rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors, moi, quand j'étais toute jeune enseignante, je suis rentrée avec plein d'utopies. J'avais envie, d'apporter des choses aux enfants, de montrer une autre manière d'être. Et puis finalement, je me suis retrouvée en classe, et puis c'était pas ça. J'ai eu du mal. Et je n'arrivais pas à montrer ce que je voulais montrer. Et je me suis retrouvée moi-même en souffrance. Parce que je partais avec une envie, et puis finalement la réalité me faisait aller vers autre chose. Et cette réalité, parce qu'en fait, je reproduisais des choses que je connaissais. Je n'avais pas appris à faire autrement. Et je me rendais compte que je faisais souffrir les enfants par mon attitude. Et je me rendais compte aussi que je souffrais moi-même, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Et que j'allais vers quelque chose qui était pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai décidé de faire un peu autrement. Et ça a été difficile, compliqué pour moi, mais j'ai quand même décidé d'aller écouter un petit peu les émotions des enfants et mes émotions à moi, pour essayer d'offrir autre chose. Et c'est ce que vous partagez vous aussi, Brigitte, par rapport à l'écoute de ces émotions et le fait de... On entend souvent en tant que maîtresse, et moi je l'ai dit aussi quand j'étais plus jeune, moins expérimentée, je l'ai dit aussi, mais j'ai besoin de me protéger parce que les enfants, je me sens attaquée et j'ai besoin de me protéger. Oui. Il y a une conception dans l'éducation nationale française de l'école en tant que lieu uniquement pour acquérir des savoirs et des savoir-faire. Mais on ne peut pas découper un être humain en morceaux. L'enfant qui arrive le matin à l'école, il a vécu une manière de se réveiller à la maison, peut-être une dispute parentale, il est dans toute une histoire personnelle, et chacun de nous arrive comme ça avec son histoire personnelle. Et il y a quelque chose qui est sur quoi on peut vraiment se questionner, qui est très, très problématique, je crois, dans l'école, c'est que c'est comme si on demandait de ranger ça, son humanité, ce qu'on vit, tout ce qu'on amène avec soi, de le ranger, je ne sais pas où d'ailleurs, et tout à coup de faire fonctionner son intellect, de décider de s'intéresser à ceci et à cela, de manière tout à fait arbitraire. Alors, des enfants qui sont bien dans leur peau, qui sont bien soutenus, ils peuvent faire ça,
mais des enfants soit trop jeunes, par exemple en maternelle, soit qui sont dans des difficultés existentielles ou tout simplement dans des questionnements très importants, à des moments très importants, n'arrivent pas à le faire. Moi, j'ai souvenir d'avoir eu des professeurs de mathématiques très sévères qui étaient dans un discours de tu dois savoir et tu dois savoir par cœur et sinon tu as des mauvaises notes et c'est tout. Moi, je me questionnais, c'est pas pour rien que j'ai fait de la philosophie après, je me questionnais sur le sens de ça. À quoi ça sert les mathématiques? Quand après j'ai découvert que ça servait dans l'astronomie et tout ça, c'était fantastique, mais on me l'a pas dit à cet âge-là et du coup ça n'avait pas de sens pour moi. On m'aurait économisé une peine immense, des difficultés énormes en mathématiques si on m'avait juste dit eh ben, tu vois, ça a commencé en mesurant les ombres du soleil par terre, etc. etc. Il n'y a pas de lien entre la vie affective, émotionnelle d'un enfant, aussi bien dans les difficultés, mais pas que dans les difficultés, aussi dans la curiosité, dans la maturation. Il n'y a pas de lien souvent qui est fait entre ça et ce qui est proposé comme enseignement. Et ça crée une grosse difficulté, c'est que l'enfant il doit se soumettre à quelque chose qui n'a pas toujours du sens. Et je ne crois pas qu'on peut bien apprendre si on se soumet. Et ça pose la question de savoir à quoi ça sert d'apprendre. Est-ce que c'est juste de faire des encyclopédies, des gens extrêmement érudits qui savent beaucoup de choses, et c'est souvent ça qu'on demande, qui savent beaucoup de choses, qui savent faire, et qui sont simplement des clones d'une certaine manière de voir comment on doit faire fonctionner une société, ou des êtres qui vont réfléchir leur vie, qui vont choisir quelque chose qui les rend heureux, qui vont aimer ce qu'ils font, qui vont être un rayonnement pour les autres autour, et qui vont aider les autres aussi, qui vont s'aider eux-mêmes à vivre bien. Donc je crois qu'il y a une question de fond, vraiment, c'est à quoi ça sert d'apprendre. Nous, maîtresses, on peut se poser cette question. Finalement, on est rentré dans l'éducation nationale, mais pourquoi? Est-ce que je suis entrée pour prendre l'être en entier, ou est-ce que je suis entrée juste pour donner des savoirs? Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de maîtresses qui sont venues aussi, on est tous venus dans ce métier-là parce qu'on a l'amour de l'enfant, on aime les enfants et on veut les respecter. Et on peut réfléchir aussi sur comment faire pour respecter l'enfant dans sa totalité, respecter l'enfant aussi dans ses émotions. Alors que faire quand l'enfant arrive avec ses émotions qui des fois nous dépassent? La question c'est ça, c'est comment on peut ne pas être dépassé. Et pour ne pas être dépassé par l'émotion, pour peu qu'on admette que l'émotion a toute sa part dans la vie et qu'on ne peut pas la mettre de côté. Si on met une émotion de côté, elle prend une puissance énorme. C'est comme une vague devant un mur. Elle prend de la puissance. Donc si vous l'accueillez à l'inverse, elle prend sa juste place et on peut continuer à vivre ensemble. Pour qu'un enseignant puisse accueillir les émotions des enfants, les laisser s'exprimer sans que ça ne prenne toute la place, mais les accueillir tout de même, il faut que lui-même soit déjà à l'écoute de ses propres émotions. Et qu'il ne veuille pas refouler, mettre de côté, faire taire, n'être là qu'avec son intellect et des intentions de, encore une fois, performance, apprentissage, etc. Ça suppose un accueil, je dirais presque inconditionnel. Alors je sais que c'est pas si facile, et pourtant, je crois que c'est plus facile à long terme que de ne pas accueillir. Je pense que passer son temps à faire la discipline, comme on dit, à faire taire, à refouler les intentions des enfants, les expressions spontanées des enfants, c'est une énergie énorme qui fatigue et qui rend malheureux aussi, qui rend triste et qui crée aussi un clivage enseignant contre famille, parents ou enfants. Alors qu'à l'inverse, quand on accueille, moi j'accompagne des enseignants en particulier en maternelle qui décident par exemple en début d'année de maternelle d'accueillir les enfants avec leur chagrin, avec leurs difficultés de se séparer des parents, avec tout ce qu'ils sont en fait, avec leur petit déjeuner mal digéré ou pas pris ou je ne sais pas quoi, et qui se mettent assis par terre, les enfants viennent dans leurs bras se consoler. Elle prend le temps d'être avec chacun. C'est les enfants eux-mêmes qui se font la place. Quand ils voient qu'il y en a un autre qui n'a pas été accueilli, au bout de 15 jours, elle n'a plus aucun enfant malheureux dans sa classe. Tout le monde participe, tout le monde s'entraide et peut commencer à participer à des activités. Quand on refoule toutes ces émotions-là, on crée un conflit énorme. Un conflit interne dans la personne et un conflit dans la classe, qui va se coûter très cher. Après, on dit que les enfants n'aiment pas l'école et qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire, mais je crois que c'est lié à la manière dont ça commence. Tout à fait. Et
parfois aussi, en tant que maîtresse, on se sent un petit peu gendarme quand on est comme ça. Et c'est pas ce qu'on a voulu faire, sinon on aurait fait gendarme. Mais non, on a voulu devenir enseignante. Et du coup, oui, quand on se voit, moi je sais bien, moi, c'est quelque chose mais que je partage avec beaucoup aussi. Quand on se sent obligé de faire de la discipline, ça nous met en souffrance, ça nous met dans le mal-être parce qu'on se dit mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie d'être en partage avec l'enfant et j'ai envie de lui apprendre à vivre ensemble, à vivre tous ensemble, à s'écouter. Il y a des enseignants qui considèrent que c'est pas leur tâche, que ça c'est la tâche des parents et que l'enfant doit arriver en classe capable déjà de vivre avec les autres. Moi je crois que c'est partout. Mais oui. C'est dans la rue, c'est à l'école, c'est dans la cour, quand les enfants se maltraitent quelquefois dans des jeux cruels et qu'on laisse faire, c'est partout. C'est notre responsabilité humaine que d'intervenir et d'aider, mais pas dans la soumission, pas dans le rapport de force, mais dans l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Et en particulier, il y a une chose très importante, c'est que si on fait appel chez l'enfant à son discernement, à son empathie, à ses meilleurs sentiments, on s'en rend compte qu'ils sont là. Même chez un petit, c'est déjà là, mais si on n'y fait pas appel, ça ne va pas surgir. Et les pulsions les plus immédiates, réactionnelles, vont surgir comme dans les jeux vidéo et tout ça. Et c'est pas... Oui, là, c'est ce qu'on peut aussi dire, c'est que on peut réfléchir sur la manière. Est-ce que je réagis à une action ou est-ce que je prends du recul par rapport à ce qui s'est passé, avec toute la difficulté que ça demande à l'enseignant, mais est-ce que je réagis de manière impulsive à ce que je viens de voir, ou est-ce que je prends du recul en me disant, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, de cet événement-là? Qu'est-ce que j'ai envie justement d'enseigner et d'apprendre, mais aussi en tant qu'être dans ce moment-là? La question, c'est très profond en fait. La question, c'est est-ce qu'on peut traiter les autres enfants comme nos propres enfants? Est-ce qu'on pourrait s'adresser à eux comme on le ferait avec nos propres enfants? Et on sait très bien que quand on s'énerve après nos enfants, c'est parce qu'on est épuisé et on se le reproche toujours et on sait très bien que c'est pas efficace. Est-ce qu'on peut aller vers eux avec amour, avec un respect profond pour l'être qu'ils sont, qui va peut-être devenir une personne magnifique, et de l'aider à grandir avec toute cette ouverture à l'autre? Si on va avec son cœur, je sais que c'est des mots un peu démodés, mais si on va avec son cœur, il se passe autre chose. Et on n'ose pas, il y a quelque chose qui est disqualifié aujourd'hui de ça. En particulier avec l'expression bisounours. Quand quelqu'un est bienveillant, gentil, ouvert, souvent on dit « oh ça c'est bisounours ». Je crois que c'est très grave de dire ça. La bonté, la bienveillance au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire prendre soin du bien, de ce qui est bon entre nous, les humains, c'est la chose la plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que d'être violent. Mais oui, parce qu'il faut aller chercher quelque chose qui est au fond de soi. Oui. Et il faut aller le... Et qui n'a pas toujours été nourri. Exactement. Qui n'a pas toujours été encouragé. On n'encourage pas toujours les enfants à partager leur travail, par exemple. Non, on leur apprend à faire ça et à dire non, tu ne regardes pas sur mon travail. Ça, c'est moi. On n'aide pas l'enfant à se dire, ben tiens, tu as de la chance, tu sais le faire parce que tu as été bien accompagné. Et tu peux partager la chance que tu as d'avoir compris. C'est rare qu'on dise ça. C'est rare qu'on dise ça. On le fait de plus en plus, il faut rendre hommage aux enseignants. Ils le font de plus en plus. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où c'est pas fait. Et où on crée la rivalité, la concurrence. La compétition. Et la compétition. C'est une réflexion aussi qu'on peut avoir. On voit bien que l'école est encore beaucoup dans cette hiérarchie, cette compétition, cette compétitivité. Et là aussi, c'est ce qu'on partageait avant, en off. Quand on est là-dedans, qu'est-ce qu'on offre à nos élèves quand on est dans la compétition? Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'offrir? Et vers quoi on les emmène quand on est dans la compétition? Je crois que souvent, on a des comportements en tant qu'enseignant qui ne sont pas pensés. On ne le fait pas avec une mauvaise intention, on le fait parce qu'on a grandi là-dedans, c'est une habitude. Tout le système autour de nous fait comme ça, et qu'il est quelquefois difficile aussi de sortir des sentiers battus et de faire autrement, parce que quelquefois les collègues vous le reprochent, ou s'en étonnent, ou vous avez des remarques, ou les parents eux-mêmes s'en étonnent quelquefois. Les parents veulent quelquefois aussi faire de leurs enfants des chevaux de course, pour être dans les meilleurs, comme s'il n'y avait pas la place pour être soi-même, pour être dans l'accomplissement de sa vocation profonde, de ses dons, d'accomplir ses dons, parce que c'est ça qui rend heureux, et non pas d'être le meilleur de quelque chose qu'on n'aimerait pas faire. Exact. Oui, on en revient là. Ça, je trouve que c'est beau ça. C'est se dire,
peut-être réfléchir à quelle place a chaque don. Oui. Enfin, chaque enfant a un don, et c'est vrai que l'école, voilà, elle est très logico-mathématique. Voilà. Et les dons des enfants ne sont pas toujours pris en compte. Voilà. On survalorise deux formes d'intelligence, l'intelligence linguistique d'une part et l'intelligence logico-mathématique. Les autres formes d'intelligence, par exemple celle d'un psychologue, l'intelligence intrapersonnelle, la compréhension des sentiments et des émotions, l'intelligence de l'espace, l'intelligence motrice, l'intelligence musicale, sont beaucoup moins valorisées. Un enfant qui se retrouve avec une forme d'intelligence exceptionnelle comme ça, l'intelligence des couleurs, des formes, va être en difficulté à l'école parce qu'il a tout le temps envie de s'exprimer de cette manière-là, mais c'est reconnu à peine. Oui, c'est bien, tu as fait un joli dessin, mais ce qui est important, c'est que tu fasses du calcul et que tu comprennes ton calcul. Si vous confirmez les talents d'un enfant, vous êtes sûr qu'ensuite il va pouvoir trouver dans la vie quelque chose qui le rend heureux. Et imaginez une société où tout le monde aime son travail. Ah, bah alors là, oui, c'est merveilleux. C'est ça. Et pourquoi ça ne serait pas possible? Exactement. Je crois que c'est très grave quand on dit il faut pouvoir faire cela, et c'est ça qui est important. Il faut être capable de calculer, je suis d'accord, que tous les enfants doivent apprendre à calculer, mais qu'on leur donne le goût d'en faire quelque chose qui sert leur propre vision du monde. En d'autres termes, la réussite scolaire n'est pas un but en soi. C'est un moyen pour faire des êtres humains qui s'accomplissent. Ça ne peut pas être un but en soi. Et je crois que c'est très important si les enseignants prennent le temps de se remettre au service des êtres humains, aussi bien eux-mêmes. Tout à fait. Parce que ça les rend heureux de faire ça. Oui. Là, la question de fond, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie de construire en tant que maître et maîtresse d'école? Qu'est-ce qu'on a envie de construire comme élève qu'on a devant soi? C'est ça. Est-ce qu'on a envie de construire des bêtes à concours? Ou est-ce qu'on a envie de construire un être humain voilà, dans sa globalité? Et comment je me positionne par rapport à ça? C'est une vraie réflexion, je pense qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Qu'est-ce que je veux faire des élèves que j'ai en face de moi en classe? Et comment du coup, parce qu'il y a une vraie difficulté du coup pour les enseignants, comment je jongle entre ce que je sais que je dois accorder comme place à tel enfant qui a plus de difficultés, à l'entraide entre les enfants dans la classe, etc., ou de leur maturité, pour parler des maternelles, par exemple, de les laisser dessiner en dépassant avant de leur demander la graphie qui viendra de toute façon plus tard, par exemple. Et ce qui est très important pour l'enseignant, c'est comment il peut vraiment se mettre au service de l'enfant tout en respectant le programme et les consignes qui lui sont données officiellement. Et ça, c'est une véritable difficulté. Il faut reconnaître que l'enseignant est dans une position extrêmement difficile par rapport à ça, parce qu'il faut qu'il invente sa manière d'être en classe, tout en étant fidèle aux programmes qui sont souvent très chargés et, voilà, et aux consignes. Il faut du courage. Oui, c'est un véritable challenge. Et c'est vraiment, je pense, c'est du courage que d'aller... Il faut du courage pour trouver la clé, pour concilier ces deux dimensions-là. Il ne s'agit pas d'aller contre les programmes, il s'agit de les rendre intelligents au sens de l'intelligence humaine. Cette intelligence du cœur. Oui, c'est ça. C'est un peu le thème, hein, c'est le cœur, c'est ça. C'est se dire que ces petits-enfants qui sont en face de nous, ils ont un cœur, et que nous, on a un cœur. Et pourquoi pas parler de cœur à cœur, et de s'écouter de cœur à cœur. Et est-ce que ça réveille... qu'est-ce que ça réveille? Alors, moi, je pense que ça permet la confiance réciproque. Moi, je pense que si un enseignant ose s'adresser avec son cœur au cœur de l'enfant, l'enfant va se sentir reconnu dans ce qu'il est, même si c'est dans ses souffrances ou ses difficultés, et il aura à cœur de faire le mieux possible. Ça crée une confiance réciproque, c'est certain, et c'est du bonheur. Et pour l'enseignant, c'est aussi une énorme économie de peine. Oui, parce qu'on parle souvent de motivation, on dit les enfants sont plus motivés. Mais finalement, quand on va s'adresser à l'enfant, à son être entier, et qu'on va le reconnaître dans ses émotions, eh bien, les enfants, ils ont cette naturelle, enfin cette nature à vouloir faire bien. Oui, bien sûr. Du coup, ils vont se dire, mais j'ai envie de faire plaisir à la maîtresse, j'ai envie de faire bien, et j'ai envie, et il va se sentir reconnu. Et la motivation peut arriver de manière naturelle. Tout à fait. Et ensuite, au-delà de faire plaisir à la maîtresse, je découvre que je suis capable. Mais j'y arrive. C'est vrai.
Et du coup, je commence à croire que ça peut être agréable pour moi d'apprendre. C'est aussi, fondamentalement, ça devient un plaisir de découvrir et d'apprendre. Mais il faut qu'il puisse relier sa curiosité, là où il en est de sa curiosité, des événements qu'il vit aussi dans sa propre vie, et qu'il puisse relier ça à ce qui est apporté à l'école. Plus c'est rigide ce qu'on veut apporter à l'école, plus on demande de la soumission, plus on crée un clivage qui fait que l'enfant est obligé de laisser une partie de sa personnalité dans sa poche. Et ça donne des résultats très très négatifs. À long terme, c'est beaucoup de souffrance pour tout le monde, y compris pour l'enseignant. Exactement. Et puis, alors moi en tant que maîtresse, je vois bien aussi quand les enfants viennent et qu'on essaie de mettre un couvercle sur tout ça, mais finalement ils passent leur journée à ressasser ça. Oui. Et puis ils arrivent à 8h, ils nous l'ont dit, ils arrivent à la récréation, ils nous le répètent, et on se dit, mais ils ont fait quoi de 8h à la récréation? Moi j'ai fait des maths, j'ai fait du français, j'ai fait de ceci, mais lui il a fait quoi? Ah ben lui, il était là-dedans. Oui, parce qu'on ne peut pas en fait faire taire nos émotions profondes. C'est impossible. Elles attendent de pouvoir s'exprimer. Et je pense que la violence, c'est toujours quand elles ont été trop réprimées et qu'elles surgissent en passage de l'acte. Oui, parce que c'est vrai que dans les cours d'école aussi, on voit bien que les enfants, ils peuvent avoir voilà, des jeux où on sent beaucoup de violence, mais toi tu joues pas avec nous, ou alors nous on est ensemble et toi t'as pas le droit. Et en fait, les enfants ils subissent beaucoup de souffrance, et là aussi on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire quand on crée des clivages comme ça? On est en train de... on répercute l'exclusion. Voilà. Et on n'aimerait pas que nos enfants, que nos propres enfants soient exclus. Et nous-mêmes, c'est la terreur des parents aussi. Donc la question c'est vraiment ça. C'est très important ce que vous dites là. C'est créer de la fluidité et de l'inclusion tout le temps, tout le temps. Que l'école ne soit jamais un lieu d'exclusion, même dans les jeux des enfants dans la cour. Moi j'entends dire souvent maintenant, même de la part d'enseignants, oh mais c'est l'école de la vie. Je ne suis pas du tout d'accord. Dans ce cas-là, pourquoi on ne se donne pas des gifles, nous, entre adultes, dans la rue? C'est vrai, c'est l'école de la vie, la violence, donc il faut y aller, et puis on va s'endurcir. Je crois que c'est un discours insensé. Non, on est responsable que les enfants se sentent heureux ensemble. À ce moment-là, ils sauront aussi travailler en équipe dans leur travail, ils sauront aussi créer quelque chose d'harmonieux dans leur famille. C'est fondamental. Ça fait partie, à mon avis, de la responsabilité des enseignants que de permettre aux enfants de vivre ensemble. Et d'apprendre, nous, à vivre avec les enfants, avec ce qu'ils sont. Bien sûr. Et alors, ça me fait rebondir sur une chose. Je discutais avec une personne la dernière fois, elle me disait, mais maintenant, dans les emplois, on nous demande si on fait du bénévolat. Et je me dis, oui, maintenant, qu'est-ce qu'elles recherchent aussi les entreprises? Plus seulement des gens qui sont dans la réussite, mais aussi des gens, parce que pourquoi on veut demander est-ce que tu fais du bénévolat? Ça veut dire peut-être, est-ce que tu écoutes ton cœur? Oui. Et les entreprises sont aussi de plus en plus en recherche par rapport à ça. Et quand on se dit que nous, on est là pour peut-être amener les enfants vers une recherche d'eux-mêmes, et ben oui, la société aussi demande maintenant peut-être un peu plus que les gens s'écoutent et soient en lien et soient en correspondance les uns les autres. Et se donnent vraiment sincèrement à ce qu'ils font, sans compter mathématiquement toujours le temps qu'ils donnent et le salaire qu'ils reçoivent en échange, sans que tout soit quantifié. Qu'on soit dans quelque chose de l'ordre de la qualité humaine et pas seulement de la quantité. Après, il faut faire très attention que les entreprises ne se servent pas du bénévolat pour abuser un petit peu du temps de travail. Bien sûr, bien sûr. Parce que le monde n'est pas toujours très... Non, il y a toujours, finalement, on en revient un petit peu à savoir respecter. Respecter. C'est un petit peu le mot. Comment je me respecte moi-même, comment je respecte les autres. Et c'est ça, je pense. Moi, j'aime... Respecter, mais sans rigidité. C'est pas tu dois me respecter. C'est ça. On va essayer de se respecter mutuellement. Oui. On entend beaucoup les enseignants dire tu dois me respecter. C'est juste. Mais moi, je dis que les enseignants doivent aussi respecter les enfants. Et c'est pas toujours le cas. Exact. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que respecter un enfant? Oui, tout à fait. Et on le fait sans le vouloir. Même nous, parents, en tant que parents, on ne respecte pas toujours nos enfants. Souvent parce que l'enfant est plus petit physiquement, on lui impose des choses qu'on ne souhaiterait pas ou qu'on ne supporterait pas qu'on nous impose. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est agréable quand même quand on est en classe et qu'on se connecte avec le cœur, parce qu'on ressent
vraiment une telle fierté d'avoir fait ça. Et on voit dans les yeux des enfants les pépites dans les yeux. Oui. Et on voit les enfants quand ils s'écarquillent comme ça, parce que eux, ils sont aussi, enfin je veux dire, ils sont naturels. C'est un changement d'atmosphère. Oui. Et ça permet d'être moins gendarme. Et ça permet d'être plus apaisé. Les enfants, c'est qui est tout double. Oui. Ils sont avec nous, ou sinon, ils sont absents ou contre nous. C'est ça. Et c'est une très grande chance, je crois, de travailler avec des enfants, parce qu'on voit. Ils font pas semblant. Non, il faut pas voit. On voit ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Ils ont cette capacité-là à nous montrer aussi, à nos maîtresses, où on en est. Et c'est dur, mais bon, moi j'y suis, donc je sais à quel point c'est dur, parce que ça demande de la remise en question personnelle. Et ça demande, comme vous disiez, un courage aussi d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais je crois qu'il y a un grand bénéfice à la clé. Oui, il y a un grand bénéfice, ne serait-ce que si on le fait à 5 minutes, ou 10 minutes, ou de temps en temps quand on y pense. Oui. Ça commence par là, et après, on y prend goût, parce que c'est une adrénaline. On se dit, tiens, c'était quand même bien quand tu as vu ça dans les yeux des enfants. Et c'est quelque chose qu'on aime aller rechercher. Et les enfants aussi aiment rechercher ce bien-être. On est des êtres humains, et puis ce qui nous caractérise, ça reste quand même nos émotions. Donc voilà. Alors je voulais vous laisser le mot de la fin, Brigitte. Qu'est-ce que vous voulez encore partager avec nous? J'espère que notre intention a été comprise dans cette émission. Il n'y a aucun jugement qui est porté sur les enseignants, qui sont très souvent des gens extrêmement engagés dans leur métier, qui font un des métiers les plus difficiles au monde avec celui de parent. C'est celui d'être là, dans la continuité de tous les jours, pendant des heures et des heures, avec des jeunes, des enfants, qui n'ont pas toujours eu envie d'être là. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de leur donner confiance, de leur redonner confiance, de leur dire combien leur métier est magnifique, c'est un des plus beaux métiers qui existent, combien il est difficile, mais combien il est possible aussi de changer vraiment l'atmosphère de la classe, dès qu'ils se permettent d'être là avec toute leur humanité, toute leur propre souffrance aussi, quelquefois, parce que c'est possible aussi quelquefois de dire aux enfants, là c'est dur pour moi, parce que j'ai vraiment envie de vous transmettre ça, et vous ne me laissez pas, vous ne m'écoutez pas, comment vous pourriez m'aider? Et les enfants, à ce moment-là, s'ouvrent autrement, plutôt que de dire, maintenant silence, taisez-vous, sinon, et les menaces à la clé. Il y a vraiment moyen de changer sa classe. Et ce n'est pas une histoire morale, c'est un changement dans toute l'audace de retrouver ce qu'on a nous-mêmes vécu enfant, et de redonner place à ça, à la beauté de l'enfance et à la beauté de l'être humain quand il communique vraiment affectivement avec l'autre. C'est un beau message de la fin, donc on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et puis si vous trouvez qu'elle peut apporter des choses à des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, ce sera avec plaisir, parce que voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de diffuser un message. Voilà, donc si le message peut diffuser, nous serons ravis. On espère humblement y avoir contribué. Oui, humblement. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.